Je reprécise donc pour le chat, pour les personnes qui n'étaient pas encore là, on a Bitcoin qui a une déconvenue personnelle de dernière minute, donc il sera là dans les prochains jours maximum, peut-être lundi prochain, mais ça ne sera pas pour ce soir malheureusement comme prévu. On se fait un petit tête-à-tête avec Manu ce soir tranquillou, et ça permet de débriefer un peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors, au niveau de l'analyse technique, eh bien, ça fait pas mal de temps que, un bon mois désormais, on est bloqué ici autour des 1600 milliards. Et ça n'était pas rien puisque on a eu quand même une belle remontada hein, depuis les points bas ici autour de 735 milliards. Donc, une belle année 2023, un début 2024 assez tonitruant avec l'approbation des ETF spot. Et pour l'instant, malgré tout, on a la sensation que le marché digère un peu cette information ou est un peu déçu. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, Manu. Quel a été ton ressenti par rapport à cette approbation? On a eu un pump au début, 49 000, hein, et derrière, ça n'a pas tenu. On est revenu autour de 42, 43. Alors, en fait, ouais, on a eu un peu d'euphorie du style tout le monde avait prévu plus ou moins d'acheter un petit peu et puis après on a eu, j'ai envie de dire, le sales news habituel parce que dans les premiers jours, fallait pas s'attendre non plus à ce qu'il y ait 100 milliards qui débarquent du jour au lendemain. Et il y a eu pas mal aussi de Bitcoin qui sont sortis de chez Grayscale pour aller se mettre un peu à droite à gauche, des boîtes aussi qui avaient des expositions sur MicroStrategy, etc. Et je pense aussi que les stocks de BTC avaient été faits bien en amont, pendant le bear market, etc. C'est pas le genre de choses qui se font en 2 secondes. Donc, au bout du compte, il n'y a pas eu une pression acheteuse de dingue, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et puis, Ça a vendu un peu aussi la news. ouais. Bah, au début, ouais, ça tenait plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'on était sur je sais plus combien de semaines et de mois de hausse consécutifs. Donc, c'est aussi voilà, un moment opportun, je pense, pour bon nombre d'acteurs du marché de s'alléger un peu. On a vu aussi une micro-rotation du côté de Ether. Et malgré tout, pour l'instant, ça peine un peu à transformer l'essai. Enfin, bien que le début de cette semaine est plutôt positif pour l'instant. D'un point de vue technique, ben voilà, Ether pourrait paraître en retard, mais quand on avait regardé les pourcentages, je crois qu'on n'était pas très loin par rapport à BTC. Par contre, sur le ratio ETH Bitcoin, on a bel et bien eu la défense hein, d'un point bas autour de 0,05, un truc dans ces eaux-là, peut-être légèrement en dessous. Donc, c'est vrai que bah, pour les deux grosses capitalisations, maintenant, il faudra attendre aussi peut-être la digestion pour Bitcoin du halving à la mi-avril. Et pour Ether, il y avait le proto Dank Charging, je crois, à venir là. J'ai toujours un petit écho, je crois, de ton côté. Ouais, je suis en train de passer en. Ça marche. Ouais. Et donc, voilà, par rapport aux deux grosses capitalisations du marché, pour l'instant, plutôt positif. Malgré tout, on va voir ce que ça donnera au moment propice justement du halving hein, à la à la mi-avril. Et moi, ce que j'attends vraiment pour 2024, je sais pas si toi aussi c'est le cas, ça va être ce fameux pivot de la Fed. On ne sait pas quand est-ce que ça va intervenir d'ailleurs, et on a vu que lors de la publication des derniers chiffres, on avait le chômage qui repartait légèrement à la hausse et l'inflation également. Donc, je ne sais pas du tout. Enfin, il y a un consensus qui attend pour le premier trimestre, un deuxième d'analystes hein, aux États-Unis pour le second trimestre. Dans tous les cas, ils ont l'air assez d'accord pour dire que ça se passerait au premier semestre, donc dans les 6 premiers mois de 2024, ce fameux pivot. Et historiquement, ça a été un moment où le marché américain avait tendance à minima à se poser, voire à retracer. Et quand on regarde le SP500, on est quand même pas mal au perché, quoi. On revient chercher à nouveau les points hauts. Il y avait également la théorie qui disait que année d'élection, il lâcherait pas le beefsteak au niveau des marchés. Je sais pas, c'est assez difficile hein, de se faire une opinion là de suite. Hein. Bah, ouais, ça reste relativement indécis. On est assez haut, comme tu vois, sur le SP500. Est-ce que ça double top ou est-ce que ça passe? Ouais, comme tu as dit, année d'élection, on peut imaginer que si il n'y a pas de Black Swan
incessamment sous peu. On peut avoir peut-être une petite phase un peu de range, hein, et puis quelque chose. Après, il va falloir casser ce plafond, ce plus haut. Donc, je pense que ça va prendre quand même un petit peu de temps. Quand tu regardes le graphique, tu vois, on a eu vraiment une belle hausse. Il faudra quand même une petite consolidation parce que sinon, on sait comment ça finit en règle générale. Et c'était pareil sur la crypto. En règle générale, on a eu quand même un très bon rallye de fin d'année et de début d'année là. On a une petite respiration. À mon avis, on est pas mal. Euh, il faut juste être patient. Et on va voir ce que ça va donner avec les politiques de banque centrale aussi au niveau des taux. Si les taux, si ça pivote ou pas. Alors en Europe, je suis pas certain que ça pivote tout de suite. Aux États-Unis, on va voir en fonction des élections. À mon avis, ils prendront des décisions, mais ça va pas forcément arriver non plus le mois prochain. Donc, euh, donc avant le halving, peut-être une petite action de prix, mais, euh, mais pas forcément aller chercher les sommets de prix pour BTC, hein, clairement pas. Je pense pas. Je pense que là, la rotation, elle se fait plutôt. On risque d'avoir le même narratif que les ETF BTC avec les ETF ETH. On a vu qu'il avait bien pumpé, et à mon avis, c'est possible qu'on ait un peu de mouvement de ce côté-là avec une reprise de la dominance aussi d'Ether par rapport à Bitcoin, parce que Ether s'est quand même fait éclater pendant plusieurs mois. Et donc ça peut se jouer potentiellement à ce niveau-là, et puis après continuer des rotations grosse cap, mid cap, shitcoin, etc. Un peu comme on a l'habitude. C'est un peu ce que je vois venir. Yep. Il y avait de nouveau des gens qui demandaient s'il n'y avait pas Bitcoin. Du coup, et effectivement, on vous confirme, petit souci de dernière minute en perso. Donc, on l'aura dans les prochains jours, voire lundi prochain. Pour une émission un peu particulière, il voulait nous présenter presque des exercices liés à la psychologie des foules et financières. Donc, c'était plutôt intéressant et mettre certaines choses en perspective. Donc, on verra ça dans les prochains jours. On avait une question de Romain. Pour installer Rabi avec une Ledger, on est obligé de démarrer avec Ledger Live pour installer le réseau Ether. Non, puisque tu peux installer ton Rabi directement sur ton navigateur, et je le précise bien immédiatement, ça n'est pas sur mobile. Si vous installez sur mobile, vous allez vous faire siphonner le wallet, donc attention. Et même quand vous allez sur Rabi, c'est ra2by.io. N'allez pas sur un autre site et n'allez pas vous faire pomper vos cryptos. Après, la question, c'est est-ce que tu dois installer l'application Ethereum sur ton ledger préalablement à utiliser Rabi? La réponse est oui. Tu peux pas sortir ta ledger de toute neuve et aller directement sur Rabi, etc. Il faut quand même que tu installes l'application. Donc en fait, si c'est ça ta question, oui, tu es obligé de passer par Ledger Live au tout début quand tu utilises ta ledger, quand tu la configures, et après tu peux aller sur Rabi en cliquant sur l'onglet Ledger, et là tu n'auras pas besoin de rentrer de Ouais, c'est SIM. vrai, ouais. En Mais si c'est effet. une neuve, tu es obligé effectivement d'aller installer ça. Ouais. Oui, il faut installer, ouais, le compte, et après tu peux te connecter à ton Rabi, et c'est parti mon kiki. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Rabi, je sais pas si ils vont prendre en photo, c'est-à-dire nous demander Ouais, un c'est vrai. KYC, ou si ils vont, euh, ils vont préparer leur airdrop. Mais en tout cas, ils ont tweeté aujourd'hui euh, que il fallait être prêt, qu'il fallait être prêt à être pris en photo. Donc, on sait à tous ceux qui l'ont pas fait de retourner voir dans les badges s'ils ont bien claim minté tous les badges dont ils avaient besoin. Et aussi de faire peut-être un petit swap ou deux sur leur swap. D'ailleurs, il y a un badge où il faut swapper. Donc, ça peut être, faut installer le desktop et après aller swapper. Donc, ça peut être aussi intéressant. Euh, donc, à voir. Après, on en parle depuis longtemps. Donc, ceux qui sont dans le train, normalement, le sont depuis pas mal de temps. Et je ne sais pas exactement à quoi on peut s'attendre, mais ils ont quand même pas mal d'argent. Ils génèrent aussi pas mal de revenus. Donc ça peut être sympa. Il y avait Romain qui nous précisait par rapport à Ledger et sa seed. En fait, il a juste généré la seed et il a importé dans Rabi sans même passer par l'installation de Ether sur la Ledger.
Et c'est Eh vrai bien, que c'est ça que ta j'avais en ledger tête. ne sert à rien. Ouais. Ouais, le souci, c'est que là, ta ledger te sert à rien puisque tu signes pas avec la ledger, du coup. Tu Ouais, utilises. là, tu as fait un autre wallet où tu Ouais. as juste mis ta cible dans le wallet et en fait, tu n'as pas, tu as l'adresse de ton ledger, mais en fait, tu n'as pas besoin de ton ledger pour valider ta À ce transaction. compte-là, il aurait mieux valu générer une seed directement dans Rabi enfin voilà. Là, le souci que ça représente, c'est que tu n'es pas sécurisé par ta ledger sur le Rabi dans lequel tu as importé la seed de la ledger. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, il va te falloir faire ce que Manu a décrit tout à l'heure, installer Ethereum en application sur ta ledger pour pouvoir ensuite signer tes transactions directement sur Rabi. Donc là, au pire, si pour l'instant, tu n'as rien importé du tout, qu'il est vierge, éventuellement, tu peux refaire la manipulation pour réinitialiser ta ledger et partir sur une nouvelle seed si tu as envie d'avoir quelque chose d'ultra propre. Mais bon, on va pas. Enfin, voilà, ça va dépendre de ce que Si je tu te veux faire refais toi, le je pense. résumé, voilà, si je te refais le résumé, tu sors ta ledger du paquet, elle est toute neuve, tu branches Ledger Live, tu fais tes mots pour avoir ta seed que tu mets de côté, tu installes sur Ledger Live l'application Ethereum et après tu télécharges l'extension Rabi sur ton browser, sur ton navigateur et à ce moment-là, tu cliques sur ajouter un portefeuille, tu cliques sur Ledger et là, il va te demander de connecter, enfin de parler à ta ledger. Et là, tu n'auras pas besoin de mettre de site ou quoi que ce soit. Il va te demander de lister les adresses de ta ledger que tu veux avoir qui apparaissent sur Rabi. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à l'utiliser. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas cliquer pour passer une transaction, au final, tu vas avoir la fenêtre qui va s'ouvrir, il va y avoir marqué signer et la signature, tu cliqueras une fois sur confirme sur l'extension Rabi qui va s'allumer, mais tu devras physiquement appuyer sur tes boutons. Donc voilà. J'espère que j'étais clair, sinon tu pourras regarder le replay. Ça pourrait faire Après, partie d'ailleurs de petits tutos de quelques minutes qu'on pourrait mettre en avant sans souci, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut revenir régulièrement comme questionnement. Donc, ouais, c'est quelque chose qui sera prévu à mon avis, incessamment surtout. Ouais, pour Rabi, pour l'airdrop, on parlait. Alors, je réponds un peu aux questions. Euh, tchac. Une DApp pour la Rabi, on l'a pas, en tout cas sur mobile, mais sinon elle est déjà à jour en tant que navigateur et en desktop, en application sur le PC directement. Quand on parle d'airdrop, c'est oui, effectivement, ils vont prendre un snapshot, donc c'est-à-dire tes interactions avec la blockchain et avec Rabi et des banques, puisque je rappelle que Rabi, c'est le wallet de des banques qui est une application de management de wallet, desbanques.com. Et, donc, dans cette application des banques, vous pouvez minter des badges. Donc, vous allez sur badge dans les onglets. Au milieu, il y a un onglet wallet, transaction et badge. Et donc là, vous pouvez regarder si vous avez minté. Donc, il y a pas mal de il y a pas mal de badges que vous auriez pu minter, notamment si vous avez reçu déjà des airdrops. Donc, il y a des airdrops de Lumi, de DYDX, de OneInch. Si vous avez dépensé plus d'un Ether de gaz, plus de 10 Ethers de gaz, si ça fait plus de 100 jours ou 1000 jours que votre wallet il est en ligne, il y a pas mal de badges à cocher. Ça va vous allez les minter. Et en même temps, je pense que ça peut être quelque chose qui va pondérer l'airdrop, sachant que on préfère en règle générale, quand on a un protocole, donner des sous à des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont là pour durer, et ça évite aussi que tout soit dumpé instantanément, même si chacun fait bien ce qu'il veut, et au final, c'est pas parce que on est là depuis longtemps qu'on n'a pas besoin, qu'on n'a pas envie spécialement de dumper ces tokens. Ça, c'est vous qui voyez ce qui peut vous convenir en termes de stratégie. Il y en a qui font 50-50, il y en a qui dumpent tout, il y en a qui dumpent rien.
Et après, c'est vrai que ça laisse se poser la question, du coup, est-ce que ça va plutôt être un token qui va être associé à des banques ou un token qui sera associé à Rabi en tant que tel? Bon, après, on ne peut pas dissocier complètement Rabi de des banques dans tous les cas, puisque pour rappel, au début, des banques faisaient les deux, entre guillemets, et Rabi est devenu une extension pleine et entière par la suite, made in des banques d'ailleurs. Mais voilà, est-ce que tu penses que ça serait mal interprété d'avoir un token directement airdrop via Rabi plutôt que via des banques? C'est vrai que des banques s'y prêtent beaucoup plus de la façon dont c'est monté. Disons, en plus des banques, ils ont monté leur layer 2. C'est le layer sur lequel on peut communiquer entre adresses, s'envoyer des messages, faire de la pub aussi pour spotter des adresses qui sont intéressantes. Il y a vraiment pas mal de trucs qui sont cool. Le cloud des banques, c'est assez sympa pour cibler des utilisateurs on-chain en fonction de leur activité. On peut dire, bah tiens, les gens qui utilisent tels protocoles sont possiblement des utilisateurs du protocole que je veux mettre en avant et je vais envoyer donc une pub à ces utilisateurs-là en priorité. Donc il y a pas mal de choses. Si vous êtes habitué, on reçoit pas mal de messages comme ça. Si le snapshot est déjà pris, je ne sais pas. Je ne sais pas, 0xSB. Message il y a 4 heures et ils ont dit préparez-vous à sourire à la caméra. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il a déjà été pris ou pas? En général, quand on dit ça, c'est qu'il est pas loin d'être pris. Après, je pense que c'est quelque chose qui est farmé entre guillemets depuis un peu de temps. Donc, voilà. Après, faire un tour sur Rabi, ce qu'on peut faire, La je sais question pas. aussi, c'est s'il y a un snapshot, est-ce que vraiment ils le font là maintenant quand ils l'ont dit, en mode ça y est, c'est parti, ou est-ce qu'il est déjà fait parce que c'est un peu trop beau pour être vrai, en mode on vous prévient, tu vois? C'est quasiment jamais arrivé, si, qu'il y ait des snapshots qui soient en mode on vous le dit. Euh, Tu vas avoir tout le monde qui va créer après, des rabis. ouais, après, je sais pas, franchement, après, ils l'ont peut-être dit, ils l'ont dit à 4 heures, ça se trouve, ils l'ont dit 1 heure après, ils ont pris le snapshot, hein, tu vois. Euh, Après, la question que je me pose plus, c'est un token, pourquoi faire dans cette histoire? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce token? Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Parce que des revenus, ils en ont déjà. On me demandait quels revenus ils ont. Bah, ils ont des revenus parce que ils ont une API qui est payante. Donc, quand on veut récupérer des informations sur les tokens, etc., on utilise leur API, donc qui est pas trop cher mais qui est payante. Euh, Après, au niveau du wallet, est-ce qu'ils veulent faire du profit sharing pour décentraliser les revenus? Je suis pas sûr. Enfin, ce serait sympa, mais est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. Donc je suis pas, je sais pas exactement quelles idées ils ont derrière la tête. Après, il y a peut-être, comme je te dis, leur layer 2, et à ce moment-là, ils veulent décentraliser leur layer 2 d'une façon ou d'une autre. Et là, à ce moment-là, il faut un token. Et ça pourrait plus être ça, parce qu'on serait à ce moment-là dans la vague un peu des layer 2, hein, parce que c'est ce que vous allez voir arriver, que vous avez déjà compris. Mais la grosse hype du moment, bah, c'est les layer 2 qui sortent, on est plus rapide, on a plus de transactions, plus de TP, de transactions par seconde, etc., etc. Donc, au bout du compte, peut-être que c'est ça l'idée. C'est peut-être le narratif du moment. Et ça, ce qui me paraîtrait le plus logique en soi. Ouais. Pour répondre à Nemagus, oui, il est pas là ce soir puisqu'il a eu un empêchement, dernière minute, ça arrive. Donc on l'aura dans les prochains jours Bitcoin, voire lundi prochain maximum, si tout va bien. On peut pas l'avoir en extension sur Brave. C'était par rapport à quoi, Diego? Si c'est Rabi, si, c'est bien ça, c'est une extension. Des banques par contre, non, c'est un Non, site. c'est un site. Et puis des banques, on se connecte pas, enfin, on se connecte avec son wallet, mais c'est du read-only, hein. Donc, il n'y a pas à se prendre la tête par, par ailleurs. Ouais. Et par contre, c'est très utile hein, pour aller aussi spotter les autres adresses. Hein. Mais en fait, je crois qu'il faudrait plutôt montrer. Hein. Comme disait, Ali Nonem, il y avait, sur des banques l'onglet section token soon.
effectivement. De toute façon, ça ferait 100 fois plus sens, d'aller, sur, qu'il y ait un truc qui sorte via des banques que via Rabi en tant que tel. Parce que c'est de suite un peu la réaction qu'il y a eu, quand le truc a pop tout à l'heure. Il disait: «C'est un peu chelou», tu vois, d'avoir un token wallet. Mais bon, Ouais. parce que en fait, il y aurait la dimension de, comment dire? De levée de fonds. S'il y avait un token wallet, ça voudrait dire que des banques, ils avaient besoin d'argent. Or, je crois que des banques, ils sont archi bien depuis très longtemps, si je dis pas de bêtises. Peut-être que tu en sais plus que moi là-dessus, mais Bah, disons qu'ils ont une ils s'étaient fait grosse fund il y a très trésorerie. longtemps, non, des banques? Ah oui, oui, ils ont levé, je sais plus combien ils ont levé exactement, mais ils ont levé pas mal. Ils ont levé pendant le bull market, juste avant la fin, je crois. Donc au final, c'était pas loin d'un truc comme 100 millions en valorisation. Ouais. Donc, et effectivement, 0xSB nous dit que c'est pas des banques qui a tweeté, c'est Rabi. Donc ça peut aussi donner une idée, hein. Mmh mh. Mais là, si c'est Rabi, est-ce que c'est enfin un tacle, on va dire une accélération par rapport à ce qu'a pu présenter MetaMask avec sa possibilité d'airdrop, etc. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que, bah, par exemple, il y a un fils qui est pris sur les swaps et bah, c'est justement ces swaps, bah, il y a une partie qui va au holder de Rabi, etc. C'est une possibilité aussi, hein. C'est une possibilité aussi. Donc pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. On ne va pas vous mentir. On est beaucoup dans la spéculation. Et oui, malheureusement, la Web ID, il faut la payer sur des banques maintenant parce qu'elle était gratuite au début, il y a 1 an et demi, pendant longtemps. Et en fait, ça a sauté. Qu'est-ce que je veux dire? En ce moment, je vois beaucoup passer et j'ai commencé à suivre, quelques comptes là sur Twitter, mais sans vraiment, dig plus que ça. Il y a les 3 gros narratifs, tu sais, RWA, IA et maintenant Dépine. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est un feu de paille, les narratifs du moment? Et est-ce qu'on peut avoir un narratif plus puissant justement pour 2024 que ce qu'a été, l'ETF? Et maintenant que l'ETF est derrière nous, on attend le halving et une fois que ETF et halving sont passés, qu'est-ce qui nous reste, aux abords de l'été 2024 pour, pour nous réchauffer sur le marché crypto? Parce que j'ai un peu peur en fait que ça fasse le soufflet, tu vois, que on ait eu des gros catalyseurs, que tout se soit bien goupillé jusqu'à présent et qu'ensuite le côté hype un peu finisse par retomber. Alors on a la sensation hein, que les communautés cherchent des nouveaux narratifs, des nouveaux domaines et tout. Et voilà, hein, c'est toujours souvent les petits comptes, les comptes à 5, 10, 20 000 abonnés qui trouvent un peu ces nouvelles narratives et qui arrivent la plupart du temps à les dénicher avant que qui que soit ça en parle ou des trucs comme ça, hein. D'ailleurs, ça aussi, c'est quelque chose dont on parle trop peu souvent. C'est pas souvent sur les très gros comptes du côté des réseaux sociaux que vous trouverez les trucs les plus avant-gardistes ou les meilleurs bails, entre guillemets, puisque ça met quand même pas mal de temps à monter en général les trends. Et c'est vrai qu'avec le recul maintenant, je pense que c'est plutôt les petits comptes, tu vois, les 5 à 20, 30 000 abonnés qui ont tendance à avoir de gros alphas. Et là, donc voilà, il y a les 3 gros sujets du moment, RWA, IA et Dépine. Tu en penses quoi? Est-ce qu'il y a une pseudo hype, qui est surfée par que certaines personnes ou est-ce que c'est en train vraiment de prendre de la place? Alors, déjà, je pense qu'il faut rappeler qu'on est en pré-halving et qu'il ne faut pas s'enflammer non plus à croire qu'on est en bull run. Je pense que le graphe parle de lui-même. En fait, on a changé de tendance. Et donc ça, c'est très appréciable comparé aux 2 années qu'on vient de passer, parce qu'on en a quand même sué, hein. Mais on n'est pas en bull run à proprement dit, du moins pas dans la phase parabolique. Euh, Vraiment, on a changé de tendance, on est en train de repartir, et donc c'est plutôt bien, mais il faut aller tranquillement. On en reparle dans un an. Dans un an, à mon avis, tout le monde aura plus la banane, on sera plus euphorique. Donc voilà, il faut
penser un peu à cette temporalité. Après, les nouveaux, on va dire, narratifs, c'est ce qu'on cherche tous. On a parlé d'Epine la semaine dernière. RWA. Alors, RWA, donc Reward Asset, tokenisation des actifs réels, on va dire. Ça, je ne sais pas trop parce que j'ai vu passer des choses. Et en fait, la tokenisation d'actifs réels est très intéressante pour les acteurs institutionnels, mais ça parle beaucoup de blockchain privée, en fait. Donc, il n'est pas certain qu'on se retrouve avec des actifs qui utilisent des protocoles aujourd'hui. Si vous avez, je sais pas moi, de l'immobilier qui appartient à des banques et qui a besoin d'être tokenisé, je suis vraiment pas certain qu'ils le tokenisent sur une blockchain publique. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas ça plutôt privé? Donc ça, c'est une possibilité, mais dans l'absolu, rien ne Est-ce dit que que tu ça va se penses pas, passer comme ça. est-ce que tu penses pas qu'au niveau des infrastructures, s'il y avait justement un réel engouement autour de tout ça, ça poserait pas des problèmes sur certaines blockchains? Et d'ailleurs, j'en profite pour introduire le sujet entre guillemets. Il y avait pas mal de mouvements là depuis 24-48 heures autour de Starknet, et tout le monde s'est inquiété du fait que si le token était lancé, notamment au moment de l'airdrop sur Starknet natif plutôt que sur Ethereum, que ça foutrait tout à genoux et que c'était pas bon. Alors, j'ai pas les connaissances techniques pour savoir où en est Starknet d'un point de vue technique. D'ailleurs, on fera certainement revenir Abdelhamid pour nous en parler plus dans le détail. Et on aura donc vraiment les infos de première main pour ça. Mais voilà, est-ce que on n'est pas encore un peu trop, j'allais dire, pas assez avancé techniquement, mais c'était un peu d'ailleurs le postulat des développeurs de dire est-ce qu'aujourd'hui, si on voulait onboard 1 milliard d'utilisateurs sur la crypto, on peut techniquement, infrastructurellement Techniquement, on peut parlant? pas. C'est un On peu peut clairement compliqué, quoi. pas. Non, il y a vraiment beaucoup de boulot à faire encore. On l'a vu dès que ça spike un petit peu, ça bouge de partout. On a eu un bon stress test avec les BRC20 de toutes les blockchains. Donc j'ai eu l'impression qu'il y avait un stress test général qui s'est opéré. On a vu qu'on avait on avait pas beaucoup de blockchains qui avaient supporté la charge. On a Polkadot qui a très bien supporté la charge. Un petit peu Polygon, je crois aussi, mais Arbitrum, c'était dans les choux, Optimism aussi, etc. Donc, Ethereum, n'en parlons pas. Même Bitcoin, c'était pas ça. Donc, au final, non. Je pense qu'en termes d'infrastructure, on n'est toujours pas prêt. Et après, bon, chose que je disais tout à l'heure sur la tokenisation d'actifs réels, le RWA, au final, pourquoi je disais blockchain privée? Parce que avec toutes les choses, on est obligé de passer les KYC, etc., les notaires, etc. Au final, ça peut être fait en privé. Après, est-ce qu'ils ont besoin de l'inscrire en public? Tout dépend, voilà, des coûts de run une blockchain privée. Est-ce que ça a un intérêt ou pas? Parce que bon, je vous rappelle que un bon vieux Excel fait aussi le boulot, quoi. Euh, donc voilà. Et tu me disais, est-ce qu'on a la charge, est-ce qu'on a l'infrastructure? Je pense qu'on n'a pas l'infrastructure. Je pense qu'on n'a pas encore aussi assez de cerveau et de bras dans le milieu, pas assez de dev. Donc voilà. Au final, il y a des possibilités. Je vois que ça parle de layer 3, de couche 3. Effectivement, on a sur Arbitrum, on a la couche qui s'appelle Orbit, je crois. On a aussi sur Avax tout ce qui va être subnet. Mais bon, au final, pour l'instant, est-ce que c'est utilisé? Pas trop. Donc ça demande encore du temps. On est encore il faut être patient. C'est pas parce qu'on a des ETF qui arrivent. Les ETF, c'est pas mal pour la spéculation entre guillemets. Tout ce qui va arriver sur l'adoption, il y a encore du chemin. Ouais, c'est clair. Je regarde un peu le chat, ça parle de vieux trucs, de modem 56K, de Lycos, de Palm.
C'est vintage. Après, hein, tu vois, moi je parle de blockchain privée, mais bon, les blockchains privées, pour moi, c'est un peu caca. Hein. Ouais, je vois pas vraiment l'intérêt de la blockchain privée. La blockchain, c'est comme la révolution de la confiance. Si tu fais ça en privé dans ton petit truc, alors après, ça peut être utile pour gérer, je sais pas, des blockchains avec des proof of authority, des choses comme ça, qui peuvent être intéressantes, même en privé. Mais en soi, soit c'est ce que je dis, hein, c'est plus un problème de permission entre les personnes qui ont accès plutôt plutôt qu'une réelle avancée. Mais après, est-ce que c'est possible en fonction de certaines législations et de certains choix? Je suis pas certain. En tout cas, pour tout, je pense pas. Pour des trucs comme l'immobilier et tout, j'ai du mal. Tu vois, il y a une différence entre la propriété d'un bien et la propriété d'une société qui représente les loyers qui sont générés par ce bien et qu'on tokenise à ce moment-là la société, etc. Moi, je trouve qu'il y a encore une différence concrète entre les deux. PEA tokenisé, il disait Wayne. C'est vrai qu'après, on peut se Et demander jusqu'où ça PEA ira la tokenisé. tokenisation d'actifs, hein. Moi, pendant longtemps, je pensais que Coinbase, tu vois, par exemple, ils essaieraient de tokeniser par la suite l'action de Coinbase, d'avoir un coin un peu synthétique ou, enfin, je sais pas. Ce qui créerait plus de Alors moi, liquidité et des dérivés. Et t'imagines, en fait, ah on ouais. rentre vraiment dans le délire de la TradFi après, hein. Moi, je pense que vraiment ce dont on a besoin là maintenant tout de suite, c'est un synthétique des ETF Bitcoin qui viennent de sortir, quoi. Si on pouvait un peu faire un synthétique d'un truc synthétique et tout, là c'est DeFi, là c'est bien. Là, ça a de la gueule. Bon, je Ouais, troll un peu, mais d'ailleurs, tout à l'heure, on a un peu squeezé le sujet en intro, le temps que tu règles ton truc et tout. Tu as pensé quoi là des premiers volumes et tout ça sur l'ETF? Tu penses qu'on est dans les clous? Ils avaient l'air tous de s'auto-féliciter, de dire ouais, meilleur lancement et tout machin. Et d'un autre côté, tu as tout le monde qui est déçu parce que ça pump pas en simultané, tu vois. Et qu'il y a Grayscale qui se débarrasse de tous les GBTC. bah ouais, mais ça me paraît logique en fait. Faut vraiment imaginer que nous, on le suit depuis longtemps, arrivé et tout, mais ça s'est pas fait en 2 semaines. Donc, comprenez bien que le bear market, voilà, il a servi bah, à accumuler pour ce genre d'acteurs. Il y a aussi des bitcoins qui viennent du minage. On a appris que le BlackRock, par exemple, ils avaient quand même des parts dans les 4 plus gros mineurs américains, donc ils ont récupéré aussi du bitcoin comme ça. L'ETF, de ce que j'ai lu, on est aux environs de 11 000 bitcoins sur l'ETF de BlackRock, je crois. Ce qui n'est pas non plus, enfin, ce qui est à peine, je sais pas, 6-7% de ce que détient MicroStrategy, en sachant qu'ils ont vraiment abusé beaucoup. Donc voilà, mais ça m'étonne pas, c'était un peu prévu et la demande, elle a beau être forte parce qu'il y a des gens qui veulent diversifier leur portefeuille, etc. Mais je pense qu'en fait, l'offre, elle n'est pas encore proposée à tous les clients. C'est-à-dire qu'on voit les pubs qui commencent à sortir. Il faut que les mecs fassent leur boulot en disant, ah bah tiens, j'ai vu enfin que des gens viennent dans, entre guillemets, voilà, leur gestionnaire patrimoine, en gestionnaire de patrimoine, je sais pas, les gars qui gèrent leur fortune, etc., et qui leur disent, ah bah tiens, tu sais, il y a les ETF Bitcoin qui sont sortis, ce serait bien que tu alloues 1%, 5% de ton portefeuille là-dessus, qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc je pense qu'il y a encore du chemin à faire, et c'est pour ça que ça pump pas de folie, parce que le stock était prêt, et l'adoption, on va dire, elle est en cours, et en tout cas, ça va demander un petit peu de temps pour que ça se fasse. Et après, moi, quand je regarde ton graphe là, qu'on a sous les yeux, franchement, tu vois, je vois ta grosse ligne épaisse. Bah, si on considère que on va aller vers des sommets, etc., bah, le pullback que ça pourrait faire sur ta grosse ligne, il serait presque salutaire, j'ai envie de dire. Donc, faut voir où est-ce que le halving nous amène, mais ça m'étonnerait. Il faut qu'on reprenne appui quelque part, tu vois. Ça me choquerait pas. Et là, par contre, ouais, je pense qu'on pourrait être vraiment bullish après. Mais ça va Ouais. venir, ça va venir. Et par contre, d'une chose dont je suis sûr, c'est que le halving va arriver, qu'on va remettre entre peut-être un peu plus rapide, mais disons si on garde la temporalité d'habitude, on va remettre 4 à 6 mois à sécher la liquidité. Et je pense par contre que là, ça va pas du tout rigoler, quoi.
Parce que là, d'habitude, on assèche en mode alerte canicule, nappe phréatique orange. Mais là, je pense que ça va être rouge fluo parce que les bitcoins ont été accumulés. Il n'y a pas beaucoup de supply circulante sur les exchanges, etc. On a vu qu'il y avait même des acteurs qui étaient prêts à demander du lending de bitcoin pour pouvoir les prêter à d'autres avec des temps de rendement à 3, 4, 5%. Donc je pense que non, quand on va avoir justement ce halving avec cet assèchement de la liquidité par une diminution par 2 de la récompense des mineurs, là on va encore une fois le sentir et je pense que cette fois-ci on va vraiment bien le sentir parce que si on rajoute les 36 millions de millionnaires dans le monde entier qui veulent tous détenir un bitcoin alors que il y en a je sais pas 14, 15 qui circulent, ça va se sentir au niveau du prix là. Je pense que moi, je reste optimiste. Si on ne parle que de prix, je reste optimiste. Après, si on parle d'adoption, sur Bitcoin, ce sera pas forcément un problème. On verra ce que ça donnera avec le temps. Sur Ethereum, je pense que, et sur les autres layers, je pense qu'en termes de tech, il y a encore un petit peu un petit peu de travail. Ouais, c'est clair. Puis c'est le principal frein en fait, d'ailleurs, c'est un peu les discussions qu'on avait eues précédemment, quand il y avait eu UST, FTX et tout et où il y avait des gens qui disaient: «Ouais, mais aujourd'hui, d'un point de vue technique, je me sens pas d'utiliser la ledger, c'est trop compliqué». Donc en fait, il y avait 2 grands axes il y a l'UI et l'UX, et la simplicité et la sécurité qui en découle. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros point, complexe pour la crypto. Et d'autant plus quand tu deviens ta propre banque avec les clés privées et ton hardware wallet, etc. Ou même quand tu as une application sur ton téléphone, hein, ça revient exactement au même. Et après, il y avait le côté infrastructure. Et c'est pour ça que les développeurs, ça leur fait péter leur crâne la plupart du temps. C'est qu'ils se disent, OK, c'est la foire au shitcoin et tout, ils sortent tous les jours des nouvelles cryptos, tous les jours, il y a un nouveau truc qui veut devenir le nouveau machin, tu vois. On va pas dire le Ethereum killer parce que c'est plus du tout d'actualité, mais tous les jours, il y a quelqu'un qui faisait soit un copy-pasta, soit un truc révolutionnaire, soit un truc machin bidule. Et pour autant, le temps que ça a pris justement à développer convenablement les principales infrastructures, c'est monumental en termes de temps. Et peut-être qu'il nous faut 5-10 ans supplémentaires, ne serait-ce que, comme on disait tout à l'heure, pour arriver au milliard symbolique d'utilisateurs ou, enfin, je sais pas. Franchement, l'expérience utilisateur pour l'instant est très compliquée. Vous voyez tous, il y a des fois où vous grattez la tête, vous creusez la tête, puis des fois où vous vous abandonnez aussi. Clairement, on n'y est pas. Pour travailler sur le sujet tous les jours, déjà tu vas rendre la DeFi accessible relativement simplement pour créer du rendement, etc. C'est un casse-tête. Là, moi, je travaille depuis des semaines et des semaines sur le mix pour que ce soit compréhensible et par ceux qui vont proposer stratégies aux autres et pour ceux qui voudraient investir dans des stratégies en un minimum de clics. C'est vraiment une réflexion à avoir et je pense que tu parlais d'adoption, il faut qu'on arrive à des choses qui soient très très simples, surtout qu'aujourd'hui on est quand même habitué à passer un achat sur Amazon en 2 clics, tu vois, à avoir un film sur une appli de VOD en 2 clics pareil, etc. Des cartes bleues qui sont déjà pré-enregistrées. Enfin, tu vois, quelque chose qui va vite, qui soit simple et qui soit adapté à tout le monde. Parce que peut-être que ceux qui sont dans la crypto aujourd'hui, ils ont bien bossé, ça leur a pris du temps. Mais moi, je dis en règle générale, quand on vient de nulle part et qu'on veut apprendre à savoir s'en servir, je dis que ça prend en moyenne minimum 30 heures de travail effectif, en étant plus ou moins accompagné pour savoir où est-ce qu'on va. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui veulent pas aujourd'hui passer 30 heures pour pouvoir faire de la crypto. Et on le voit même sur des applis centralisées, hein, même si tu veux utiliser un Binance, un crypto.com, un Coinbase, c'est pas non plus si simple que ça. C'est beaucoup plus simple qu'avant parce que il y a quand même des boutons acheter, etc. Mais déjà rien que pour on-ramp, etc. Enfin, c'est un sacré parcours du combattant. Ramener de l'argent sur un exchange ou sur la blockchain, c'est pas si simple que ça. Et ça fait un petit peu peur. C'est clair.
mais en tout cas, voilà, moi, je me rappelle très bien cet été à LCC à Paris, c'était déjà le sujet, les infrastructures. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que c'était beaucoup plus sur les infrastructures, sur comment on fait pour ramener du monde, mais leur expliquer, enfin, sans leur expliquer. Euh, Moi, je te dis, la stratège que je suis en train de construire, le but, par exemple, c'est vraiment que les gens y aillent et qu'il n'y ait pas de mode d'emploi. On n'a pas besoin d'un mode d'emploi quand c'est simple. En fait, tu vois ce que je veux dire? Si tu vas sur Amazon, tu n'as pas besoin d'un mode d'emploi. Tu cliques sur le machin, il y a marqué j'achète, t'achètes, tu vois. Et c'est assez Exactement. intuitif. Et c'est la force, tu vois, enfin, moi, je sais que tu kiffes Apple, etc. Et tu vois, c'était leur force. Alors, même moi, si je suis pas très Apple maniaque, parce que j'ai toujours trouvé que c'était compliqué les Macs, mais surtout à l'époque. Mais en vrai, les applis sont quand même relativement intuitives. Les plateformes du type iTunes Store, etc. Tu sais que tu vas trouver ça là et tout le monde a plus ou moins copié après. Hein. Que ce soit Android, Google, machin, etc. C'est le même délire. Je télécharge. Voilà, j'ai mon code. Ah bah non, j'ai même plus de code. Maintenant, c'est ma faute, c'est ma tête ou c'est mon empreinte digitale. J'ai même plus à retenir un code, etc. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Et après, on a Faut qu'on aussi des arrive, applis. faut qu'on arrive à une utilisation où on utilise la blockchain, mais sans le savoir, quoi. C'est là où on aura l'ultime transparence et je pense qu'on en est encore relativement loin. Bon, petit à petit, il y a des solutions qui arrivent, hein, mais c'est vrai que les années là qui sont passées ont été des années bah, à la fois porteuses pour le plan technologique, mais on sent qu'on est encore très loin du compte et qu'on a besoin d'aller beaucoup plus loin, quoi. Donc, Ah ouais. ouais, il faut compacter tout ça, tu vois. Et j'ai l'impression, tu vois, qu'il y a un peu, tu vois, je vois que Bissacha, il parle de WeChat. J'ai l'impression que Elon Musk, avec Twitter X, c'est ce qu'il est aussi en train d'essayer de faire, des super apps où tu trouves un petit peu tout. Donc l'idée, c'est un petit peu ça, en fait. C'est vraiment comment dire, d'avoir des classes all-in-one. On trouve à peu près tout et c'est quelque chose qui est dans l'air du temps depuis longtemps. Tu vois, c'est la même chose qu'au final, on est passé des centres-villes avec les magasins aux centres commerciaux ou des grandes surfaces, etc. Euh, donc ça ne me choque pas. Mais par contre, voilà, ça demande du temps. Et puis, bah, nous, on a beau être early, même si je ne sais pas si on peut encore dire qu'on est early, en vrai. Je pense que depuis la semaine dernière, on n'est plus early, les amis. Je pense qu'on n'est plus early. Ça y est, c'est terminé. On l'a été, mais on ne l'est plus. D'ailleurs, c'est un des Maintenant grands qu'on est sujets développé, aussi pour 2024 et plus. Est-ce que maintenant que les institutionnels sont là en bonne et due forme et que l'ETF, c'était un truc à prouver qui a duré, bah, comme disait Bitcoin, depuis une bonne dizaine d'années, depuis la première fois où les Winklevoss il avait proposé en 2013, est-ce qu'on n'est pas, on n'arrive pas par corollaire à ce truc le cycle de maturité? Et si toutefois, parce que ça reste hyper hypothétique, on venait à capitaliser des milliers de milliards supplémentaires, puisque là on est à 1006 aujourd'hui, admettons qu'on vienne titiller le market cap du gold entre 8 et 10 000 milliards ou des trucs comme ça. On ne sait pas si ça sera sur ce cycle, celui d'après ou peut-être jamais. On n'a toujours pas de boule de cristal. Mais voilà, admettons qu'on vienne titiller le market cap du gold. Est-ce que derrière, on ne va pas atteindre ce fameux cycle de plateau et où il ne se passera spéculativement parlant plus grand-chose en apparence ou beaucoup moins qu'avant sur les prochaines années, si toutefois on venait à ce type de capitalisation? moi, je pense que oui, tu vois, je vois la Maroc dans le chat qui dit super cycle is over. Non, je pense que c'est l'inverse en fait. Je pense que le super cycle est à venir et tous ceux qui avaient parié que le cycle précédent serait le super cycle, c'est-à-dire le cycle de l'adoption avec un arrêt, en fait, avec une augmentation significative de la liquidité sur le marché est tellement significative que bah, la manipulation du cours, ou en tout cas les fluctuations de cours, deviennent de moins en moins
de moins en moins grande. Donc, c'est-à-dire, bah voilà, hein, entre un top de market et un bottom de market, bah là, sur Bitcoin, on est à quoi? Moins 75, moins 80, moins 75, je crois. Ce qui est déjà moins qu'en 95. Et ben, je pense que le super cycle, oui, je pense que c'est là où on arrive avec un cycle où on va pumper, où ça va être de l'adoption, parce qu'il y aura beaucoup plus de gens qui seront capables de mettre de l'argent cette fois-ci. On aura toujours les mêmes choses, hein. On a des gens qui font de l'argent, on a des gens qui perdront de l'argent, parce que ça reste un jeu à somme nulle pour l'instant, et que tout ne génère pas de la richesse pour le moment. Donc ça changera pas. Ce qui n'a pas de valeur finira à zéro, comme d'habitude, comme à chaque cycle. Mais il est bien possible que des actifs qu'on connaît bien, comme Bitcoin, comme Ethereum, comme certains L2, comme des applis qui fonctionnent, dont on parle depuis longtemps, hein. J'ai presque envie de dire qu'on est des boomers de boomers quand on parle de Link, de CRV, de AAV, tu vois, des tokens qui sont un peu, pour parler que d'Adify, hein, et aussi des tokens de L2 comme Arbitrum, comme Optimism, comme Matic, etc. Au bout du compte, ça finira par pump, comme d'hab, ça sera surévalué, comme d'hab, mais s'il y a de l'utilité, la surévaluation, elle sera quand même moindre que ce qu'on a pu observer les années précédentes, quoi. Donc, Après, c'est sûr, moi, c'est même pas une question de super cycle parce que au dernier cycle, on était à 3 000 milliards. Donc, maturité, ne quoi. serait-ce que si on venait à 6 000, 8 000, tu vois, qu'on fait un x2 par rapport à l'ATH ou x2,5, on est déjà très, très haut en capitalisation. Enfin, dans la finance traditionnelle, ça peut paraître pas si fou, mais ça commence à faire, quoi. Ça commence à peser, hein. Ah oui, oui, non, mais clairement, clairement. Non, ça commence à peser. Et puis après, on sait que, vu le cycle économique dans lequel on est, là, on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui était dans les actions, qui sont repartis sur les obligations. Et puis, il va falloir attendre un petit pivot pour les taux d'intérêt pour qu'on ait un rééquilibrage à ce niveau-là. On avait un déséquilibre total pendant le Covid, où on avait quasiment, je sais pas, je crois plus de 85% de l'argent qui était sur les actions. C'est pour ça que, donc, actions, crypto, tout ce qui était risk on, donc en fait, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens, enfin, je sais pas, je parlais encore de ça avec des gens ce week-end, mais il y a des gens qui font bosser dans la finance traditionnelle du cash à 4, 5%, enfin de l'euro à 4%, du dollar à 5,5%. Ils voient pas une seule seconde. Et quand je vous dis ils le font bosser à ce prix-là, ils le font bosser à ce prix-là euh, avec une durée de 2 semaines, par exemple, d'une semaine, 2 semaines. Donc, ils peuvent rouler leur dette toutes les 2 semaines. Je ne sais pas si vous imaginez. Vous prenez 4% pendant 2 semaines ou 5% pendant 2 semaines. Et puis après, vous pouvez sortir ou sinon vous recommencez. C'est pas du tout la même chose que de prendre des risques sur la crypto ou même sur les actions où c'est quand même dépendant du marché, c'est beaucoup plus risqué, ce qui n'est pas du tout le cas pour ce genre de choses. Donc, tant que la situation sera comme ça, voilà, pourquoi tu veux aller prendre un risque pour peut-être faire du x200, OK, sur un petit projet où il n'y a peut-être pas de liquidité pour sortir, alors que tu peux faire 5% sur ton cash. Et je parle des gens, hein, je parle pas de nous, hein, mais je parle des gens qui ont des millions. Ça paraît. Enfin voilà, il faut imaginer que des taux à 5% sans risque, ça n'existait pas depuis très longtemps. On a eu beaucoup de taux à zéro pendant très longtemps, négatif, zéro, etc. Le pognon, ça rapportait rien, le cash, ça rapportait rien, il fallait le placer quelque part, quoi. Là, c'est pas le D'ailleurs, cas. en Et parlant de ça taux, sera là, pas le ça cas. fait quelque temps que ça flambe du côté des stablecoins, les emprunts. Ah ça, par contre, ça, c'est autre chose. Ça, c'est qu'il y a beaucoup de liquidité qui est partie de la crypto, donc on l'a vu hein, sur le total. Euh, et Il y avait donc le là, USD qui quand a ça sauté commence à aussi. vendre, ouais, il y avait eu le USDC qui avait Puis, été burn. je pense qu'on a tendance à trop oublier aussi qu'ils ont fait sauter les principales banques qui faisaient le facilitateur aux États-Unis, hein, entrée-sortie, hein. Oui, oui, clairement, quand ils ont fait sauter SBV, Signature, etc. Oui, oui, c'était des banques qui étaient crypto-friendly et qui étaient peut-être plus simples. Après, je pense que ça reste toujours aussi simple aujourd'hui de déposer sur Circle ou sur Tether, de minter.
Mais le fait est, c'est ce que je vous dis. C'est pourquoi vous voulez risquer vos stablecoins sur un produit qui peut être hacké et vous pouvez tout perdre, quand au final, vous pouvez les mettre à la banque et gagner 5% sur sans risque. Il n'y a pas de, il n'y a pas de scénario en fait où des gens prennent ce risque-là. Vous n'allez pas risquer la totalité de vos fonds pour gagner 2% de plus. Et après, ce qui fait, parce que imaginez bien que s'il y a beaucoup de liquidités qui arrivent, un taux de stablecoin à 10%, il disparaît. Il revient à la normale. Il revient à 2, 3, 4%. Voilà. Donc si ça peut bosser à 5, 6 sur du sérieux, sur du sécure, bah non, pour l'instant, ça ne revient pas. Il y a pas le risque n'est pas enclenché et ça vaut pas le coup. Donc c'est pour ça que tu as des taux élevés, c'est parce que tu n'as pas une utilité dingue. Et d'ailleurs, bah, vous pourrez noter, ça c'est un truc qu'on a déjà dit, hein, mais je sais que tu en as déjà parlé, mais quand vous voyez, si vous êtes abonné sur Twitter à des comptes comme Whale Alert, des choses comme ça, bah, quand vous voyez que Tether Treasury imprime des milliards, bah, ça c'est plutôt bullish, quoi. Alors pas instantanément, mais à moyen terme, c'est plutôt très bullish, quoi. Et voilà, vous me dites des LEP à 6%, qui vont descendre à 5%, des livrets A à 3%. Enfin, vous voyez que l'argent est bien rémunéré. Le risque n'est pas rémunéré à son juste niveau. Donc, c'est juste pour ça qu'on en est. Ça me fait aussi revenir à ce que je disais au début. On est à un moment du cycle où on a bien pumpé, on a changé de tendance, mais on n'est clairement pas en bull run et faut se détendre, quoi. Après, voilà, 19% en USDC sur AAV, j'ai pas été voir, mais j'ai vite fait, mais effectivement, ça donne envie, hein. Ça donne envie. Et puis, bah, profitez-en, j'ai envie de dire, s'il vous reste du stable et que vous n'êtes pas contre la version du risque. Là, je vois effectivement sur Polygon, sur l'USDC, on a 19%. Sur Après, ouais, Ethereum, faut faire gaffe parce que quand les rendements ils commencent à être stratosphériques aussi, des fois, il y a des empilements de couches de risque. Donc, bon, quand on ça, reparle ça de reprend. 20% et tout, ça fait un peu flipper. Ça rappelle Terra. Ah, bah, non, mais là, ce que je disais, alors non, je me suis trompé de case, c'est du 12% et demi, mais par exemple, sur Polygon, vous déposez de l'USDC, c'est du 12,79 là, à l'instant où on parle. Et donc, Ouais. bah, Sans le boucle, risque, sans c'est le rien. risque d'AV, quoi. Sans rien, tu le déposes, tu prends Mhm. 12%, quoi. Mais pourquoi? Parce que si je vais regarder, attends, les détails, attends, faudrait que je le. Parce qu'après, la plupart, ils donnent à peu près stable entre 3,5 à 5%, je crois, sur les stablecoins actuellement. Non, pas, hein, attends. Hop, on partage l'écran de Manu. Là, tu es sur AAV. Je suis sur AV, bon, bah, sur Polygon Market, vous avez voilà, le USDC à 12,79. Et pourquoi est-ce qu'il est à 12,79? Parce que bah, son taux d'utilisation, il est à 84%. Donc, quand vous allez sur la courbe de fixation des taux, vous voyez qu'en fonction, donc ici, en ordonnée, vous avez le pourcentage d'utilisation, l'utilisation rate, qui est à 91,40% là. Et donc, vous avez une courbe qui augmente en fonction du taux d'utilisation. Et donc là, à 91%, donc l'optimal va jusqu'à 90%. Dès qu'on dépasse les 90%, et ben au final, on a un taux d'intérêt qui augmente énormément. Donc là, et bientôt sur du 19%. Un petit peu avant, là, entre 15 et 11, c'est pas précis. Mais l'idée, c'est ça. Et pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est pour que les gens, au final, remboursent leurs prêts et, euh, et remettent de la liquidité, remboursent une partie de ça, enfin, remboursent une partie de ça, plutôt, excusez-moi, parce que il y a trop d'emprunts. Et donc, au final, ça va diminuer instantanément. Donc, voilà, l'emprunt est à 19,96, mais comme l'emprunt est élevé, eh ben, le supply est élevé, quoi. Donc ça a deux intérêts. Ça, le premier intérêt, c'est obliger ceux qui ont emprunté à rembourser parce que c'est trop cher. Et en même temps, inciter ceux qui peuvent déposer à venir déposer parce que ça paye bien. Et après, on trouve quelque chose de beaucoup plus, on va dire, normal où, voilà, quand on a 25%, on est sur un taux qui est à moins de 2%. Quand on est à 50, on est sur du 3-4%. À 75, on est sur du 5-6. Et puis après, ça commence à partir en cacahuète à partir du moment où on dépasse les 90, quoi. Et donc, quand vous avez compris ça, et ben ça, c'est plutôt pas mal. Et si on va voir sur d'autres
je sais pas, sur Arbitrum, par exemple. Sur Arbitrum, on paye du quoi? Sur Arbitrum, on est à du 9,67 en dépôt. Enfin, alors je parle du USDC, hein, mais vous avez l'USDT 6,15. En emprunt, on est aussi sur du 11. Après, il ne faut pas Donc oublier ça de veut dire. préciser aussi que ça bouge quotidiennement, hein. Ah, ça bouge à chaque bloc, même, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est pas que vous allez être payé pendant 100 ans, hein. Là, par exemple, vous avez. C'est- Là, c'est du 11%. Donc voilà, hein. Bah, tiens, vous avez un petit airdrop Mais que j'ai bon, reçu. c'était quand même assez positif au moment où ça arrivait par rapport à quand on était en bear et qu'on se prenait des 1, 2, 3%. Ça voulait dire que de nouveau, il y avait une vague d'intérêt, le fait qu'il y ait énormément d'emprunts. Ah, tout à fait, hein, tout à fait. C'est, voilà, c'est l'intérêt, et ça prouve grosso modo que, je vais te partager, mais ça prouve au fait l'intérêt que ont les gens, c'est-à-dire ils passent plutôt longue, c'est-à-dire qu'en ce moment, bah, ils font des boucles où ils vont emprunter, déposer de la crypto, par exemple du Bitcoin ou de l'Ether, emprunter contre ça, ils vont emprunter du stable et ils vont racheter de l'Ether ou du Bitcoin pour se faire des boucles. En fait, c'est l'idée. Et c'est là où on voit que la liquidité, elle est plus ou moins utilisée, et elle est utilisée par des gens qui pensent qu'effectivement, on est en passe de rentrer en bull run et que c'est intéressant de se leverage comme ça. Et c'est une façon de se leverage, alors avec moins de risques, parce que c'est des leviers qui sont beaucoup plus faibles, hein. Sur AAV, quand vous allez au max, vous allez à 2, 2,5, je crois, pas plus, hein. Et encore, vous pouvez pas aller à 2,5 avec un collatéral qui soit trop volatile parce que vous risquez gros. Mais, euh, mais voilà, c'est vous empruntez et forcément, bah, plus il y a de gens qui empruntent et plus au final ça marche. Ça fait monter le taux d'emprunt, le taux de rendement de ceux qui déposent du stable qui se font emprunter. Donc, voilà. J'ai lu quoi dans le chat? Nexo 8%, ouais. Donc, j'éviterais. Après, les trucs centralisés, on ne devrait pas vous les chiller parce que à ce moment-là, je ne sais pas, acheter, prenez des obligations à 6%, quoi. Faites pas chier à aller sur Nexo, Rug, vous savez pas, hein, ils ont tenu, mais on ne sait pas comment, à un moment ils n'étaient pas bien, etc., quoi. Donc, à voir. Il y a pas mal de gens, voilà, qui sont longues crypto, et donc qui vont avoir tendance à emprunter pour s'endetter et acheter plus de tokens. C'est peut-être même votre cas. Je ne sais pas si dans le chat c'est votre cas, vous pouvez me le dire. Ouais, et après, bah, de bien aussi rappeler hein, que ça comporte un risque important de faire des boucles et tout ça. Dès qu'on Ouais, commence oui, un oui, peu voilà, à... ça, c'est pour les initiés, mais Ouais, effectivement, c'est des trucs qui sont intéressants et qui seront encore plus intéressants quand ce sera automatisé, si je puis dire, c'est sans clair. vendre la mèche. Euh, Yes. Bah, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Ça fait 1 heure et des brouettes. Je sais pas si tu avais ouais. un dernier petit truc à... Eh ben, j'ai un dernier petit truc, oui. Ben, je veux bien faire un petit peu de pub, si tu permets. On est en train de participer aux grandes polygones avec Stratège pour avoir des donations de la part de Polygone. Donc, je vous mets un petit lien dans le chat. N'hésitez pas à donner quoi que ce soit, ce que vous voulez. Le montant importe peu. Ce qui importe, c'est qu'on ait pas mal de votants et puis ça soutient. Donc n'hésitez pas. Et on a eu pour ceux qui veulent savoir ce que c'est, bah, vous avez un lien dans la description. Vous pourrez vous renseigner sur ce que c'est. Je vous en parlerai plus tard quand ce sera live. Et ceux qui ont déjà donné, parce que je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui ont déjà donné, bah, figurez-vous qu'on a donné trop tôt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous renvoyer les fonds. Là, je suis en train de regarder pour vous renvoyer les fonds sur vos adresses et vous pourrez les renvoyer de la même façon, redonner, parce qu'en fait, c'était trop tôt.
Et Donc il en faut gros, si j'ai recommencer. bien compris, ce que tu recherches, c'est le nombre de donateurs uniques, c'est pas le montant, hein. Tu Bon, m'avais dit chacun donne que ce qu'il veut, c'est sur Polygon, vous pouvez donner ce que vous voulez. J'ai envie ouais, de dire, voilà. de toute façon, on va pas lever 1 million de dollars avec ça. C'est plus l'idée. C'est un quadratic funding. Donc ceux qui savent pas ce que c'est un quadratic funding, c'est-à-dire que il y a un pool de. Ça, c'est plutôt pas mal pour les projets. En fait, vous avez une récompense générale où ils vont dire, bah tiens, on a là en l'occurrence, si je prends l'exemple de ce round, Polygon donne 250 000 Matic pour tous les projets qu'on souscrit. Donc, c'est-à-dire, on est 189. Et donc, ils vont diviser donc ce lot parmi tous les gens en pondérant le nombre de dons qu'il y a eu par nombre d'adresses qui ont donné et également en termes de valeur du don. Donc, en fait, les deux comptent mais enfin, j'ai envie de dire, on donne ce qu'on veut, quoi. Mais si vous donnez un Matic, c'est déjà très généreux. La plupart des gens ne donnent rien et on est dans un tout petit écosystème. Donc, on ne s'attend pas à récupérer des milliers de dollars. C'est pas du tout le but. Mais l'idée, c'est que un projet a toujours besoin d'argent et c'est pas tant l'argent des donations, là en l'occurrence, qui m'intéresse, parce que ça fera quelques centaines de dollars, quelques milliers si les gens sont généreux. C'est plutôt de gagner en fait le grant de Polygon Ouais, qui voilà, peut d'avoir de aller la de 1000 à visibilité et 10 tout. 000 Matic. Et Ouais. en plus d'avoir de la visibilité, parce que je ne veux pas vous cacher que pour pouvoir avoir un peu de visibilité, effectivement, de dire qu'on a reçu un grant de Polygon, c'est toujours top, quoi. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner au Twitter Stratège Protocol. Je vous remets l'adresse du projet. Et puis, regardez ça. Et puis, de toute façon, je vous en parlerai plus tard. C'est bientôt live. Et ceux qui donnent, en règle générale, quand on donne, on reçoit. Donc, n'hésitez pas à vous faire du bien. On en reparlera sûrement incessamment sous peu. Donc voilà, Bah, c'était voilà, oui, mon tu petit viendras 30 nous le minutes. présenter, tu viendras Ouais, nous le je présenter viendrai en vous le bonne et due présenter. forme parce que c'est vrai que jusqu'à présent, Exactement. il y a eu pas mal de teasers et il y Ça a des glisse, ça personnes de glisse, la mais communauté. Il y a des personnes de la communauté qui sont déjà au fait et tout ça, qui suivent ça avec attention. Il y en a d'autres qui probablement n'en ont jamais entendu parler, donc ça sera l'occasion. exactement. Et l'idée, c'est vraiment ce qu'on disait ce soir, tu vois, CM, c'est qu'au final, des fois, ça peut paraître obscur ce qu'on raconte, ça paraît encore plus obscur quand il faut utiliser les protocoles. Et moi, je pense que quand bien même on évolue dans un milieu qu'on veut permissionless et trustless, donc ça veut dire sans tiers de confiance et sans avoir besoin de demander la permission pour interagir, je pense qu'on a besoin quand même de guidance, d'être guidé, d'avoir des repères. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est justement d'en donner et d'aider les gens à pouvoir, voilà, trouver de nouveaux débouchés, pour leurs actifs et pour faire rémunérer ça tout en restant dans de la crypto et en s'en se confant. Et puis après, on va rester au début à notre niveau. C'est comme tout. Hein. On n'est pas BlackRock. On n'est pas. Voilà. Les choses prennent du temps à construire, mais comme dit l'autre, ensemble, on va plus loin. Je pense que ça fait un bon mot de la fin et du coup, il y a des personnes qui sont arrivées que maintenant qui devaient penser qu'on commençait à 21h. Je rappelle, il n'y a pas eu Bitcoin puisqu'il a dû décommander un peu en last minute. Il avait un truc de son côté, quoi. Et donc, on l'aura dans les prochains jours, maximum lundi prochain. Et le live a eu lieu à 20h au lieu de 21h. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui prennent le truc par la fin. Donc, vous avez le replay qui est disponible du côté de Twitch et demain du côté de YouTube. Merci à ceux qui étaient là. Merci à ceux qui ont donné des subs. J'ai pas regardé du tout le chat du côté de Twitch ce soir. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Et donc, vous avez les replays qui sont activés maintenant sur Twitch et demain sur YouTube. Merci Manu pour la soirée. Et on vous souhaite donc une bonne soirée. Et on vous dit à plus tard. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.